Alors que s'ouvre à Paris le procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, 2 mois après le verdict aussi au procès des attentats du 13 novembre 2015, dit V13 comme vendredi 13, le jour de la tragédie. On se pose la question aujourd'hui dans notre book club de ce que peut apporter un témoignage littéraire. Comment raconter un procès dans un livre? Comment raconter un tel procès, celui qui s'est tenu pendant 1 an, l'an dernier, celui qui a décidé de juger les auteurs et les complices des attentats qui ont causé la mort de 131 personnes. C'était donc à Paris. Avec V13, publié chez POL, Emmanuel Carrère s'inscrit dans la longue tradition des écrivains dans le prétoire, sans juger la justice ni jouer les avocats du diable. Carrère observe, Carrère raconte, avec subjectivité, ou devrais-je dire avec la liberté de l'écrivain, toujours à l'écoute en tout cas d'autres vies que la sienne. Bonjour Emmanuel Carrère. Bonjour. Chroniqueur judiciaire, grand reporter pour l'Obs. Nous retrouvons aussi dans cette émission, dans ce book club de Bienvenue au Club, le journaliste, grand reporter Mathieu Delahousse. Il a suivi le même procès que vous, sur les mêmes bancs de la presse. Et puis en mai dernier, il a fait un pas de côté en publiant un essai, document, sur la question assez méconnue mais passionnante que vous abordez un peu aussi dans votre livre V13, Emmanuel Carrère, de l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes. Le livre s'intitule Le prix de nos larmes. Il est à retrouver aux éditions de l'Observatoire. Du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022, donc Emmanuel Carrère, 9 mois, le temps d'une grossesse, écrivez-vous, vous avez chroniqué pour les lecteurs de l'Obs cette sale histoire en 7800 signes hebdo à rendre au plus tard chaque lundi matin. Vous avez fait ce choix. La justice a accouché d'un procès au bout de 9-10 mois et d'un verdict, et vous d'un livre, V13, qui paraît chez POL. Pourquoi en avoir tiré un livre? Quel prolongement avez-vous cherché à donner à vos chroniques avec cet objet-là? Honnêtement, j'espérais que ces chroniques étaient intéressantes. Et puis, je les ai... Il y a aussi que, comme vous le disiez, je faisais 7800 signes par semaine, qui m'arrivait quand même à déborder sur 8000, mais c'est pas plus. Et chaque semaine, en fait, j'écrivais davantage, ce qui fait que voilà, tout ça était plus abondant. Je l'ai remonté, je l'ai réécrit de manière à ce que ça devienne, disons, un récit fait pour être lu dans la continuité, pas morcelé comme c'était. Et puis, vous voyez, disons, j'ai jamais manqué de matière, quoi. Je me suis jamais retrouvé pendant le week-end où j'écrivais cette chronique à me gratter la tête et à me dire qu'est-ce que je vais raconter. Il y avait toujours, même dans les semaines, dans les périodes qui étaient arides, ingrates, il y en a eu, hein. Même là, il y avait des choses à raconter, quoi. Ce qui c'était vraiment de l'ordre de ce qui se passait dans le prétoire, mais aussi des choses un peu latérales ou périphériques, aussi bien de ce qui se passait parmi les journalistes, mais aussi parmi les parties civiles. C'est comme on appelle les gens qui étaient, disons, soit blessés, soit endeuillés, et qui constituaient j'allais dire qui constituait une communauté, mais non, qui faisait partie de cette communauté qu'on a constituée tous ensemble. Je veux dire, tous ceux qui, à des titres divers et avec des implications diverses, moi, je veux dire, pour ce qui concerne des gens comme moi, journalistes, c'est-à-dire, voilà, on n'était pas atteints dans notre chair, mais on a vécu ça tous ensemble, et on a vécu quelque chose qu'on a ressenti comme extraordinaire. Voilà, mais il y a quand même plusieurs points, hein, plusieurs choses. C'est-à-dire que quand vous décidez de suivre, avec l'accord de l'Obs, ce procès pour le chroniquer, vous savez déjà que vous en feriez un livre, pour une raison simple, c'est que c'est votre métier, c'est votre boulot, être écrivain, c'est votre boulot aussi de faire des livres. Et c'est pas la même chose de suivre de semaine en semaine, à travers des chroniques que vous avez signées dans l'Obs, cette histoire, c'est l'histoire de ce procès, de ce traumatisme à la fois collectif et individuel, que de le retrouver là, en un morceau, en une photographie de ce moment, ça ne donne pas du tout la même chose. Et c'est aussi cette analyse que vous en faites à travers vos chroniques rassemblées qu'on va essayer de raconter ensemble. C'est vrai, mais je ne savais pas que j'en ferais un livre pour la simple raison que je ne savais pas si j'irais jusqu'au bout. Au début, je me disais, j'ai pris une espèce d'engagement comme ça auprès de l'Obs, mais si au bout de 2 ou 3 mois j'en ai marre, je leur dis, on se quitte bons amis.
Et je me disais que ça serait possible. Et en réalité... Mais en réalité, vous avez passé un pacte. Avec qui? Non, mais enfin, j'ai avec aussi vous-même, avec les personnes tenté... que vous avez entendues et rencontrées aussi dans cette audience. Mais j'ai jamais été tenté d'arrêter parce que tout simplement, ça a été constamment passionnant, par moments totalement bouleversant, dévastateur psychologiquement, éprouvant psychiquement. Mais ça a toujours été extraordinairement intéressant. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour Olivia. Plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Sébastien Thème qui est notre monsieur Book Club qui a posé aux auditeurs de France Culture, auditeurs grands lecteurs, la question. La question, c'était quels sont les personnages d'accusés les plus marquants de la littérature? Une majorité de réponses qui nous ramènent à Kafka et son procès, publié à Berlin en 1925 et en France en 1933, l'histoire d'un homme ordinaire, Joseph K., dont la vie a été brutalement arrêtée par un procès. Son procès, comme dans un long cauchemar, Joseph est arrêté, interrogé dans la plus grande absurdité bureaucratique, politique, judiciaire. Un roman à clé, à porte même, qui peut se résumer à sa parabole de la loi, petit texte publié avant le procès. Toute la question de ce texte, c'est aussi ce lieu, le lieu de la justice, où la justice s'opère, cette enceinte, cette arène, cette scène, ce théâtre, à voir aussi comme une porte que chaque citoyen peut ou doit pousser. C'est le sujet profond de ce texte de Kafka. Vous aussi, Emmanuel Carrère, vous avez poussé la porte de ce lieu, de ce théâtre, de cette scène, de cette arène, ou, comme vous l'écrivez, de ce grand appareil de la justice. Est-ce que c'est un lieu où l'absurde se joue parfois ? Alors, quand vous dites un lieu, c'était vraiment un lieu très particulier parce que on a, à l'intérieur du vénérable palais de justice de Paris, on a, comme on pensait qu'il n'y aurait pas assez de place, à juste raison, on a construit une espèce, dans la salle des pas perdus, une espèce d'énorme boîte qui ressemblait à une boîte à chaussures en contreplaqué, dans laquelle on a l'impression qu'on est rentré là-dedans au début. Et j'ai moins un sentiment d'absurdité que, si emphatique que ce soit, le sentiment qu'il s'y est déroulé quelque chose de sacré. Ça paraît bizarre, hein, mais on est rentré là-dedans, on ne savait pas ce qui allait s'y passer. On pouvait en attendre beaucoup, en attendre moins, se dire... Au début, on avait l'impression que ce qui se mettait en place était une espèce de publicité pour la justice et la démocratie. C'était là pour montrer, et en réalité, ça a été ça, et ça a été ça très bien. Mais il s'est passé quelque chose, il s'est passé une parole qui a été dite, qui était celle des victimes, il s'est constitué une espèce de récit collectif petit à petit, et assister à ça fait que... au fond, quand on est sorti de cette boîte au bout de 9 mois et demi, au début, on se disait, bon, il se passera bien quelque chose, on va en sortir un peu différent. On en est sorti un peu différent. C'est un peu difficile de dire en quoi, mais il s'est joué quelque chose, il s'est dit des choses qui étaient beaucoup plus du côté des victimes que du côté des accusés. Ce qu'ont dit les accusés était médiocre, pas bien intéressant. Ce qui était intéressant, c'est ce qui a été reconstitué. C'est de la façon dont fonctionne une cellule terroriste. Ça, c'était passionnant. Mais les types, comme individualité, c'était nul, quoi. Les types étaient nuls. Alors que, je ne vais pas vous raconter que toutes les victimes, toutes les parties civiles étaient nécessairement magnifiques, mais il y en a eu beaucoup qui l'étaient. Et on n'entendait pas seulement une parole qui était, vous voyez, l'espèce de patois quotidien que tout le monde parle, tout ça. On entendait des voix qui étaient les voix vraiment individualisées de chacun. Et ça a produit quelque chose qui était magnifique aussi. C'est-à-dire que ça n'a pas été... Ouais. Ça a été terrible, mais ça n'était pas que terrible, ça a été beau aussi. Tout le monde compare, on compare souvent, disons, les salles d'audience, et notamment dans les grands procès d'assises, à un théâtre, le théâtre judiciaire. Vous comparez cette boîte à chaussures en une église par ce qui s'est passé, ce qui s'est joué de sacré aussi à l'intérieur. Un mot quand même juste du procès de Kafka, recommandé par beaucoup d'auditeurs quand on leur parle grand livre de procès. C'est un livre que vous avez lu plutôt avant, que vous recommandez dans toute l'absurde. C'est un livre immense, le procès. C'est un roman. Mais cela dit, c'est un roman. D'une part, c'est un roman. D'autre part, en fait, on ne va jamais jusqu'au prétoire. Le procès, le roman de Kafka se passe entièrement... Voilà, on est dans l'attente. On est ce qui se passe dans le procès, c'est en gros ce qu'on appellerait l'instruction. Ouais. On ne va jamais voilà. On voit se constituer, de cette façon totalement absurde, un dossier d'instruction. Soit dit en passant, le dossier d'instruction du V13, qui faisait 478 volumes, il a été mesuré qu'il faisait, si on
on empilait tous ces dossiers, 53 mètres de hauteur. C'est dire que ça a été quelque chose. On attend dans le procès de Kafka, nous dit Sébastien Thème, lecteur du procès de ce livre de Kafka. Et vous attendiez quoi de ce procès-là? Parce que vous le racontez, en arrivant, vous vous demandez quand même pourquoi vous vous infligez ça. Vous savez qu'a priori, si vous lâchez pas en cours de route, ce sera un procès sur le temps long, 9 mois, peut-être 10 au final, que vous allez être là tous les jours assis dans cette boîte blanche très au cœur inconfortable, du palais de justice, sur des bancs, inconfortable. Vous le répétez à plusieurs reprises, donc il devait vraiment l'être, ces bancs pas très confortables. Vous y passez du temps, il n'y a pas de fenêtre, vous pouvez pas ressortir tellement c'est compliqué déjà d'y entrer. Bref, vous décidez d'y aller. Vous attendiez quoi de ce procès? Est-ce que vous le savez maintenant? Quelle intuition, quelle conviction vous a attiré là-bas? Je pense que ce qu'on attendait, c'est d'entendre de la parole, c'est d'entendre des expériences humaines, c'est d'entendre quelque chose qui a été de l'ordre. Et là, c'est devenu concret, qui a été de l'ordre de la pitié, de l'effroi, de quelque chose de partagé. Il y a eu quelque chose vraiment de partagé. Et c'était si puissant que ce partage s'étendait aux gens comme moi, qui n'étaient que des observateurs. On a vécu ça ensemble. On a vécu tout ça ensemble. Et je pense que tous les gens qui l'ont vécu ont eu ce sentiment de faire partie d'une communauté qui s'est constituée. Vous quittez le jeu pour adopter le on en en parlant. Oui, que vous, l'écrivain assez solitaire dans vos expériences littéraires oui. d'habitude, là vous avez quitté le jeu pour le on. Alors, vous cherchiez une expérience collective. Le livre est à la première personne parce que je raconte à la première personne, mais j'ai essayé de mon mieux de donner voix au maximum d'acteurs du procès. Et particulièrement à ceux qui étaient, je dirais, dans la position la plus impliquée, éprouvée. Et encore une fois, je reviens au on. On a été tous dévastés, lessivés et en même temps grandis par ça. Il y a eu une période où... surtout les périodes des témoignages de partie civile, on n'en menait pas large. Quand on rentrait chez soi, on pouvait plus rien faire. Devenait hors de question d'aller dîner avec des amis. C'était inimaginable. On était dans une autre dimension. Et on se réveillait la nuit en pleurant. Moi, j'ai jamais vécu un truc pareil. Cette expérience-là. Ouais. Emmanuel Carrère est notre invité jusqu'à 13h30, invité de Bienvenue au Club. Quelles sont les nouvelles? Sébastien Thème, avec vous, on prend des nouvelles d'un écrivain, prix Goncourt, et c'est Pierre Lemaitre qui se prête à l'exercice cette semaine. Tout à fait, un auteur très attendu par ses auteurs. Pas de sortie pour ce mois de septembre, en revanche, l'adaptation de Couleurs de l'incendie, le tome 2 de sa trilogie des enfants du désastre. Elle sera en salle le 9 novembre prochain, réalisation Clovis Cornillac. Pierre Lemaitre nous donne donc de ses nouvelles toute la semaine, autour de 13h, des nouvelles de sa rentrée, une rentrée en 4 épisodes. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire de sa fille. Ce matin, j'en suis où? Oui, c'est la rentrée des classes. Alors, comme la grande majorité des parents qui ont des enfants dyslexiques ou dyspraxiques, j'ai beaucoup redouté d'emmener ma fille à l'école. La rentrée des classes était toujours un calvaire. Les enseignants avaient beau faire des classes surchargées, très peu de moyens, ça ne leur permettait pas de s'adapter à des enfants particuliers. Le système ne s'adaptait pas, c'était les enfants qui étaient sommés de s'adapter au système. C'est drôle d'ailleurs parce que finalement on adressait aux enfants la même injonction néolibérale qu'à l'ensemble de la société, c'est « adaptez-vous ». Alors ce matin, c'était un vrai soulagement. Seconde rentrée à Ézines, près de Bordeaux, dans une école qui est dédiée aux enfants 10. Alors ma fille a retrouvé ses copains, ses copines de classe, ils sont une douzaine. La plupart d'ici sont arrivés passablement cabossés par le système traditionnel et tous vont beaucoup mieux. Dans sa classe, elle a retrouvé son ordinateur, sur lequel elle travaille quand l'écriture manuscrite la fatigue, puis tous les outils qui lui permettent de contourner ces difficultés, puis d'avoir une scolarité normale, d'avoir le plaisir d'apprendre. J'ai lu quelque part que des enseignants contractuels récemment recrutés par l'Éducation nationale avaient bénéficié de 4 jours de formation. Avec des enfants comme les nôtres, j'imagine sans peine les dégâts que ça va faire. À part ça, je pars en Italie et donc je vais préparer ma valise. Pierre Lemaitre qu'on retrouvera demain. Demain, on part en Italie avec Pierre Lemaitre. C'est pas mal. Emmanuel Carrère, elle ressemble à quoi, votre rentrée? Est-ce qu'elle est littéraire? Est-ce qu'elle est... Oui, elle est littéraire. Là, si vous voulez,
je fais cette chose à la fois, enfin, voilà, de parler de ce livre. Elle est beaucoup moins forte émotionnellement, forte à la fois d'appréhension, de curiosité que celle de l'année dernière où commençait ce procès, où là je savais pas vers quoi j'allais. Là, je sais à peu près ce qui s'est passé et que j'essaye de raconter. Donc j'essaye d'en parler, mais c'est pas. On en ressort ça comment va quoi. On en ressort comment, Emmanuel Carrère, de 9 mois, 10 mois d'audience comme celle-ci? Vous disiez, c'est une grossesse. On imagine qu'il y a aussi, alors non pas une forme de baby blues du tout, mais peut-être en tout cas qu'on en ressort changé ou différent d'une expérience comme celle-ci? Je vous dis, c'est un peu emphatique, mais j'ai eu l'impression qu'on en sortait tous grandis, qu'on en sortait à la fois essorés, mais qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a été, je sais pas, élargi, agrandi, avec une espèce de quelque chose qui était de l'ordre, oui, d'une espèce d'accès à des zones de l'expérience humaine que je ne connaissais pas. Et que, alors, il y a tous ceux qui ont eu accès pour des raisons terribles, quoi. Je veux dire, par le malheur qui les a touchés directement. Mais même ceux qui étaient en seconde ligne, comme moi, comme Mathieu Delahousse, avec qui on va parler tout à l'heure, enfin nous autres journalistes, ou bien les avocats, il nous est arrivé quelque chose, quoi, qui a été, par exemple, on l'a ressenti le jour de la fin du procès, le dernier jour, celui du verdict, où tous ceux qui étaient là ont descendu les marches du palais de justice pour aller à la brasserie qui est en bas du palais de justice, les 2 palais, pour aller, en gros, boire des coups, parce que c'était fini. Je pense que c'est la soirée la plus extraordinaire que j'ai vécue de ma vie, et ça vaut pour la plupart des gens qui y étaient. Parce que il y avait quelque chose que, si vous voulez, c'est comme si tous les sentiments possibles et imaginables s'entrechoquaient, la douleur, soulagement, amitié, chaleur, tout ça. Et tout ça était peut-être contradictoire, comme les grandes émotions sont contradictoires aussi, ça part dans tous les sens, et en même temps, il en résultait une espèce d'harmonie qui faisait que, je sais pas, on se regardait les uns les autres avec une étrange gratitude. Et on ressent ça dans les 400, presque 350 pages de ce livre. Si je suis arrivé à faire passer quelque chose de ça, enfin, non, je n'ai pas besoin que ça vaille le coup de l'avoir vécu. Ça valait le coup de l'avoir vécu de toute manière. Mais à ce moment-là, peut-être que ça vaut le coup de le lire. On le ressent et on prend plaisir à retrouver l'écrivain Emmanuel Carrère, s'excusant presque de se voir, de se trouver grandi par cette expérience-là. Vous le dites à un moment, ces jeunes qui se succèdent à la barre, on leur voit l'âme, on en est reconnaissant, éprouvé, épouvanté, grandi, ce fameux mot grandi que vous venez d'évoquer pour parler de cette expérience et de la manière dont vous l'avez vécue. La pitié dangereuse, disait Stefan Zweig, la compassion, l'empathie, on sait que ce sont des biais dont il faut habituellement se méfier, surtout quand on est écrivain et qu'on va témoigner du réel, comme vous le faites dans ce livre V13, Emmanuel Carrère. On ne fait pas de la bonne littérature, logiquement, avec cette encre-là. Là, vous avez accepté cette part d'émotion qui vous a à un moment submergé, vous l'avez laissé exister aussi dans votre écriture. C'est pas vrai qu'on ne fait pas de la bonne littérature avec ces sentiments-là, je pense que c'est faux. Mais à un moment, je cite, je ne peux pas forcément vous la citer au mot près, mais il y a une formule magnifique de Simone Weil qui dit que que le mal imaginaire, celui de la littérature, est toujours fascinant, varié, et que le bien dans la littérature est toujours un peu plat, sans grand intérêt, alors qu'elle dit, dans la réalité, le mal est désertique et ennuyeux, alors que le bien est toujours nouveau et enivrant. Je crois que je la cite exactement. Et on avait cette impression-là. Parce qu'il y a quand même eu, pendant ces massacres, il y a eu de la part des gens qui se faisaient tirer dessus, il y a eu des exemples quand même de grandeur morale. Vous savez, dans les histoires comme ça de sauve qui peut, les canaux de sauvetage du Titanic, tout ça, on a l'impression que voilà, les gens marchent les uns sur les autres et que ça
fait ressortir le pire de l'être humain. Quelquefois, c'est ressorti, évidemment. Je veux dire, on n'est pas on n'est pas des saints, mais il y a eu aussi des exemples quand même d'entraide, même de sacrifice, de générosité, qui quand même impressionnait énormément. Ça faisait que, c'est-à-dire, on n'a pas pleuré uniquement de pitié et de détresse, mais aussi d'admiration. Mathieu Delahousse est avec nous, grand reporter à l'Obs, spécialisé dans les questions de justice, auteur en mai dernier aux éditions de l'Observatoire du prix de nos larmes, qui revient dans ce livre sur l'indemnisation des victimes d'attentats terroristes. À combien s'estiment en France les vies brisées par les attentats ? Difficile question, question sensible dira-t-on même. Pour comprendre, Mathieu Delahousse a suivi les audiences du juge de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme entre dispositifs indispensables et comptes d'apothicaires. Parfois, ça peut être ubuesque aussi, ce type de situation. Bonjour Mathieu Delahousse. Bonjour Olivia. Bonjour. Et bonjour Emmanuel. Oui, et à Sébastien Thème qui est à nos côtés pour ce book club de France Culture. Emmanuel Carrère, il a rangé ses cahiers, vous pas, après avoir assisté vous aussi à ses côtés sur le banc de la presse au V13, ce procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Vous allez retrouver la salle des pas perdus, spécialement aménagée en salle d'audience, la même salle où vous étiez, dans l'ancien palais de justice de l'île de la Cité à Paris, pour le procès, cette fois dit de l'attentat de Nice, annoncé pour durer 3 mois et demi. 6 ans après les faits, on rouvre une fois encore le grand livre de la douleur. Ça a été le cas pour les procès de novembre 2015. C'est le cas aujourd'hui pour celui de l'attentat de Nice. Et on estime que on imagine que c'est nécessaire, Mathieu Delahousse, de rouvrir ce grand livre-là aussi. Oui, c'est nécessaire de le réouvrir avec cette espèce de permanence de l'actualité terroriste. Moi, ce que je trouvais très intéressant en ayant reçu le livre d'Emmanuel en cette rentrée, après avoir passé tous les mois ensemble que vous avez décrit, c'est finalement le grand décalage qui existe entre cette quotidienneté de la justice antiterroriste, qui est absolument affolante, puisque 50 procès d'assises se sont déroulés depuis 2019 en termes de terrorisme, et on en parle très peu. Et puis la façon dont ce grand livre, effectivement, est ouvert. Et moi, avec le recul, et j'en ai pas encore parlé directement avec Emmanuel, mais c'est à la lecture de l'ouvrage global que ça m'est venu, je trouve qu'il a joué le rôle de juré extraordinaire. C'est-à-dire que la justice antiterroriste depuis 1986 n'est pas jugée devant des tribunaux ordinaires, ce sont les cours d'assises spécialement composées, avec des magistrats professionnels, et avec aussi des journalistes spécialisés. Et nous sommes devenus, nous aussi, des rouages de cette explication technique, enquêtée, parfois avec beaucoup de recul et de connaissance de cette justice antiterroriste. Et le fait de venir comme un juré à quelque chose d'extraordinaire qui, moi, par rapport au livre que vous citez, me faisait penser au souvenir de la cour d'assises d'André Gide, qui est un de mes livres de chevet. Et ce grand livre-là est ouvert avec effectivement la nécessité que vous signalez, mais aussi avec la fraîcheur, la nouveauté et le regard de citoyen qui fait que l'ensemble de ces chroniques, effectivement, apporte beaucoup. Pourquoi il faut lire ce livre de Gide, ses souvenirs? Vous dites que c'est un de vos livres de chevet. Je crois qu'Emmanuel Carrère l'a lu aussi, peut-être même relu, avant d'aller assister à ce procès. Dites-nous tous les deux. Alors, de mon côté, il y a la naïveté, je pense qu'on appelle ça de l'ironie socratique chez les gens qui connaissent ce genre de choses. C'est l'ignorance apparente de la mécanique qui va se produire sous nos yeux. Et il est vrai que ces personnages qui étaient nos frères de banc, parce qu'ils étaient très proches à côté de nous, qui étaient les parties civiles, qui étaient ces Parisiens qui ont vécu les fusillades des terrasses ou celles du Bataclan, et étaient dans une découverte d'un mécanisme judiciaire, mais du côté des accusés aussi. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer, quand on est chroniqueur judiciaire, à entendre Salah Abdeslam parler de sa tendre enfance. Ça fait partie du mécanisme judiciaire, ça fait aussi partie de ce qui nous trouble. Et André Gide avait très bien raconté ça avec des crimes de l'ordinaire de 1932, et puis comme la justice est imparfaite, il avait terminé son livre par un appendice de 5 ou 6 pages en disant « À mon avis, il faudrait réformer telle et telle chose ». C'est une expérience que Gide avait lui-même vécue. Gide a été juré d'assises, oui. Et par ailleurs,
à la façon paradoxale qui était celle de Gide, Gide ne cessait de répéter la parole du Christ, ne jugez pas. Or, si vous voulez, ce à quoi il était astreint en qualité de juré, c'était précisément à juger, à exprimer un jugement. Et, par ailleurs, un trait de la personnalité de Gide était aussi son intelligence extraordinairement ondoyante et sa capacité d'entrer dans les vues de chacun. Et c'est ce qui fait que, en gros, il était toujours de l'avis du dernier qui a parlé, ce qui aussi est une drôle de position. Et à ma place, et sans forcément le génie de Gide, moi je suis comme ça. Je suis très facilement de l'avis du dernier qui a parlé. Je me laisse si vous voulez, c'est à la fois quelque chose qui est une vertu. Ça veut dire que c'est l'absence de préjugés, tout ça, mais ça veut dire aussi que on se laisse balloter, quoi, très facilement. Ce qui fait que face aux plaidoiries, enfin, à la fois à ce que disent les avocats généraux et ensuite ce que disent les avocats, moi je suis d'accord avec les uns puis avec les autres. Donc si j'avais été à être juré, ce que à Dieu ne plaise, puisque comme le dit Mathieu, il n'y a pas de juré dans les procès terroristes, je ne serais pas forcément un bon juré. Bon, vous l'avez été du coup implicitement, hein, tel que vous campe aussi Mathieu Delahousse comme personnage. Est-ce que vous avez été marqué, Mathieu Delahousse, par la différence de vos styles ou de votre liberté respective? C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, en suivant ces procès que vous connaissez bien, l'ensemble des procédures, sans savoir évidemment ce qui va s'y jouer, et tout en vous laissant surprendre par l'émotion qui peut débarquer de ces audiences et de ces témoignages. Mais le style d'Emmanuel Carrère est différent, hein, celui d'un chroniqueur judiciaire, d'un journaliste. Il peut parler de la star du procès ou de la vedette du procès. Il peut évoquer aussi ses doutes, peut-être autrement. Il peut employer des mots que vous n'oseriez pas employer, Mathieu Delahousse. Ah oui, certainement. La grande liberté de l'écrivain se ressent sur certaines chroniques. Et c'est ça qui fait... dans la légèreté, ça fait le clin d'œil de l'audience. Ça fait la petite partie qui fait que le journaliste n'est pas sorti de son rôle. Et dans le côté fondamental, ça en donne l'importance. C'est-à-dire qu'une grande audience comme celle qui s'est déroulée et qui était inédite pour chacun, elle restera dans les souvenirs par le biais des grandes accusations, par le biais évidemment des faits et des témoignages, mais aussi par ces 1000 anecdotes qu'il a pu lire. Mais ce qu'il faut bien dire dans cet exercice particulier qui était l'invention de l'Obs, c'était de partager le fardeau de ce procès. Ce procès, il arrivait, chacun des journalistes se demandait comment on allait pouvoir le traiter. Emmanuel Carrère est arrivé avec son passé, son talent et ses caractéristiques. Et très vite, l'histoire est plus grande que nous. Et je trouve qu'il en a très bien parlé tout à l'heure. Quand on arrive dans la boîte à chaussures, il n'y a pas le grand écrivain, il n'y a pas le grand reporter, et il n'y a pas non plus les petites gens. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés avec cette histoire commune. Et effectivement, on l'a raconté de façon très différente, quoique, puisque certaines fois, on a été marqué, je me souviens plusieurs fois en sortant de la salle d'audience, par des témoignages qui nous submergeaient tellement au niveau à la fois de l'émotion, mais de ce que ça appelait comme signification, soit journalistique, soit littéraire, qu'on voulait raconter les mêmes histoires. Et il nous est arrivé de raconter les mêmes histoires, mais avec des angles différents. Et il y a eu, je pense, pour les lecteurs du journal, une forme d'enrichissement également. On a évoqué l'absurde du procès de Kafka, les souvenirs de Gide aussi, et puis vous parliez de cette facilité que vous avez, Emmanuel Carrère, aussi à vous laisser emporter, convaincre par le dernier qui a parlé. Moi, ça m'évoque un autre livre, une autre pièce d'ailleurs, hein, celle de Réginald Rose, 12 hommes en colère, ce huis clos judiciaire qui a été adapté au cinéma par Sidney Lumet, et on a plus souvent vu d'ailleurs le film que la pièce qui est à l'origine du livre, et qui est aussi une réflexion sur le doute, sur la culpabilité, sur le fonctionnement de la justice, sur nos préjugés. Là, on avait 12 jurés dans cette pièce qui se laissent convaincre par 11 jurés qui se laissent convaincre par le 12e, qui est en fait le 8e, interprété par Henri Fonda dans le film. C'est intéressant, cette question aussi de la culpabilité, du doute, et puis de la place qu'on laisse au mal dans ces réflexions. Il y a un métier, c'est celui de libraire, Sébastien Thème. Le but des libraires, c'est de nous convaincre, d'acheter un livre, de ne pas l'acheter. Absolument.
Est-ce que les libraires que vous avez rencontrés, avec qui vous avez discuté, vont recommander le livre d'Emmanuel On a Carrère? échangé en effet sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé 3 libraires qui ont lu votre livre, Emmanuel Carrère, et qui le vendent. Et ces 3 libraires, ils tournent autour de la question du mystère de ce livre, soit en vous citant, comme le fait la librairie ici, librairie indépendante sur les grands boulevards dans le 2e arrondissement de Paris. Vous y serez en dédicace le 27 septembre prochain à 19h. C'est dit, c'est noté. Il vous cite « Pourquoi m'infliger ça? Pourquoi avoir proposé à l'Obs cette chronique au long cours, écrivain à qui personne n'a rien demandé ?» Mais c'est aussi ce que soulève Lilia Haït Mengele de la librairie Meurat à Lille, qui raconte un début de lecture avec appréhension et curiosité. Elle note que l'exercice peut être frustrant, indécent, voyeur, autant que sensible, intelligent ou juste. La justesse, c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'avis de la libraire du bookstore à Biarritz, Christelle Bourges, qui nous dit qu'elle a été happée dès les premiers mots et les premières images que produisent V13. Elle dit même qu'on ne veut pas y retourner. Et pourtant, c'est la place du lecteur, peut-être inconfortable, parfois, fasciné, souvent. Justement, je ne sais pas si le mot voyeuriste est le bon mot pour vous, mais ça m'évoque évidemment quelque chose qu'on trouve dans d'autres de vos livres, comme La classe de neige ou L'adversaire. C'est la question du mal, le récit du mal, de ses origines. Vous évoquiez Simone Weil, la philosophe, le malheur ou le mal. Est-ce que quelle place vous faites au mal? Quelle place? Vous êtes fasciné par le mal. Il avait un visage minable là-dedans, tout simplement minable. C'est le bien qui a été magnifique là-dedans. Alors, en plus, si vous voulez, il y a il y a certains procès où ce qui est passionnant, c'est ce que vous racontez à propos de 12 hommes en colère. C'est quand il y a le risque de l'erreur judiciaire, qu'on ne sait pas si quelqu'un est coupable ou non. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, les responsabilités des jurés sont immenses. Là, au fond, je veux dire, les degrés de culpabilité, les degrés d'implication sont différents. Mais en gros, voilà, il n'y avait pas un mystère terrible dans leur implication dans les faits. On savait qu'ils prendraient des peines très lourdes, parce que c'est ce qu'on prend à juste raison dans les procès terroristes. Ils les ont prises. On peut discuter et on l'a fait de la justesse de la peine qu'a pris le principal accusé, Salah Abdeslam, qui a pris le maximum du maximum du maximum. Et Dieu sait que j'ai pas de sympathie, mais peut-être que c'était trop. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais encore une fois, là, il n'y avait pas d'enjeu pénal véritablement. L'enjeu, c'était que la justice se passe, que tout à coup, il y ait quelque chose, de même qu'on entende la parole des victimes, que rien que le fait de l'entendre et de la faire entendre comme ça, elle a pu se déployer vraiment magnifiquement dans cet espace, dans ce temps et ce lieu qu'on lui a donné. Et ben, c'était la justice. Et ça vous fait croire en la justice, comme le dit un de vos personnages, Aristide? En l'occurrence, ça a montré un visage exemplaire de la justice. Ça, on l'a dit, et je pense que c'est vrai. Et je pense qu'il n'y a pas un acteur de ce procès, y compris parmi les parties civiles qui sont quand même les mieux placés pour avoir un avis légitime, qui ne dirait ça. Que vraiment, le procès a été d'un très très haut niveau. Je veux dire, tous les acteurs de la justice ont été remarquables, les avocats généraux étaient absolument formidables, les avocats de partie civile, les avocats de la défense étaient remarquables. Il y a une chose d'ailleurs qu'il faut noter, qui témoigne aussi d'une très très grande maturité de la part de tout le monde, et notamment des parties civiles, c'est que on peut être tenté d'identifier les avocats de la défense à leurs clients, de dire « Ah oui, vous défendez des terroristes, c'est que vous avez de la sympathie pour le terrorisme ». Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Les parties civiles pouvaient dialoguer avec les avocats de la défense, pouvaient avoir de l'estime pour eux, le manifester. Et ça aussi, c'est quand même un très très haut niveau d'exercice de la justice. Merci beaucoup, Emmanuel Carrère. V13, c'est le titre de ce récit, de ces chroniques judiciaires que vous avez. Un livre qui paraît chez POL. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à toute l'équipe de Bienvenue au Club, dont Alexandre Alaïbegovic et l'équipe du numérique, Florent Latrive, dont Zora Vignier, qui font vivre cette communauté que nous cherchons à recréer autour du livre. Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous de Charles Dantzig, écrivain, éditeur. Il fait des listes de tout, mais surtout des listes érudites et inattendues autour de la littérature. Les quadrithèmes, un thème décliné en 4 volets, 2e semaine.
La Méditerranée littéraire aujourd'hui, premier volet. Bonjour Charles Dantzig. Bonjour Olivia. Tout le monde le sait, et vous la première, le bien que l'on peut penser de la Méditerranée. Une mer presque fermée, moins immense que les océans, relativement paisible, qui serait comme un coussin entre 3 continents. Il est donc spontanément venu à l'idée de ceux qui aiment les calembours et la psychanalyse, ce sont parfois les mêmes, de surnommer la mer Méditerranée mer Méditerranée. Et voilà le danger, la mer. Je sais que nous vivons une période où le naturel est vénéré, mais enfin, il arrive que les mers aient des défauts. C'est d'ailleurs sur les rives de la Méditerranée qu'ont été inventées les 2 notions antithétiques de la mer romaine et la mer grecque. De l'idée de mer, les Grecs ont tiré Médée, celle qui tue ses enfants. Les Grecs savent que la maternité n'engendre pas, en plus de nouveaux êtres humains, des sentiments nécessairement bienveillants à leur endroit. Les Romains, qui étaient de fameux hypocrites, ont créé l'idéologie de la mère vertueuse et éducatrice, comme Cornélia, la mère des Gracques. C'était pour mieux les mettre en cage et les empêcher de devenir elles-mêmes des Gracques, c'est-à-dire de se mêler du gouvernement. L'idéologie de la mère sert souvent à la réalité des pères. Je ne sais pas si c'est à cela que pensait Jean Genet le jour où il s'est exclamé « Ah, la Méditerranée, grand lac salé, civilisation de l'olivier, culte de la virilité, comme tout ça me fait chier !» La Méditerranée en soi, c'est de l'eau. Qu'avons-nous fait de cette eau sur laquelle nous avons depuis si longtemps appris à nous déplacer ? Eh bien, Olivia, du commerce et de la guerre. Depuis le XXe siècle, et ça n'est pas si mal, nous y avons ajouté le délassement. Après les ports d'où partent les navires, utiles ou malveillants, nous avons créé les plages où les êtres humains restent à se reposer ou à lire. Mer des malheurs, mer des plaisirs, comme tout. La mer de ceux qu'on a appelés les peuples de la mer et qui, abattant quantité de royaumes civilisés, ont contribué à la fin de l'âge de bronze au XIIe siècle avant notre ère. On pourra lire l'histoire de cette mer et des sociétés qui l'ont entourée dans les passionnants Mémoires de la Méditerranée de Fernand Braudel, que les Belles Lettres rééditent. Il y parle à un moment de ce qu'il appelle, après tant d'autres, le miracle grec. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Les miracles n'existent pas. Il y a des moments gracieux où, par un hasard bénéfique, de multiples bonnes intentions humaines se rencontrent et parviennent à une éclosion si rare qu'elle paraît miraculeuse. Le miracle, comme l'enfer, ce sont les hommes. Et après l'Antiquité, la Méditerranée tellement civilisatrice a été la mer de la flotte française, s'abordant à Toulon en 1942, et est aujourd'hui la mer des migrants qui se passerait bien d'avoir à la traverser, mais aussi la mer de Matisse, la mer de Paul Valéry. Et enfin aujourd'hui, une mer abîmée, salie, brûlante, par notre faute. L'humanisme est en recul aussi parce que l'homme ne s'est pas bien tenu. Est-ce une raison suffisante ? La Méditerranée littéraire, deuxième volet, demain, avec Charles Dantzig. Ces quadrithèmes sont à réécouter sur franceculture.fr, ainsi que les 2 parties, les 2 podcasts de Bienvenue au Club. Si vous le souhaitez, rejoignez-nous sur la toute belle appli Radio France. Merci encore Emmanuel Carrère et merci beaucoup à Mathieu Delahousse qui était avec nous à distance, puisqu'il va commencer à suivre le nouveau procès, celui de l'attentat de Nice. Demain, Sébastien Thème, on va parler de quoi ? De la fantaisie à la demande, à l'occasion de la diffusion de House of the Dragons et des Anneaux de Pouvoir, adaptation en série de mastodonte de la fantaisie. Et une question, quelle adaptation, film ou série vous a donné envie de découvrir l'œuvre dont elle est inspirée ? Harry Potter, par exemple. Hâte, donnez pas la réponse. Merci, à demain.